IDFM 98 de la bande FM, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Daniel Aran ce soir, qui est déjà venu sur cette antenne pour nous parler des ovnis et du nucléaire. Il a écrit aussi sur les crop circles. Qu'est-ce qu'on peut dire de vous? On peut dire que vous êtes docteur S-Sciences et maître de conférences en physique, vous êtes enseignant, vous êtes chercheur à l'université. Vous avez ressenti les limites de cette science pour décrire réellement les lois de l'univers. Vous vous êtes alors consacré pleinement à l'étude des phénomènes inexpliqués par la science tels que les crop circles et les ovnis, auxquels vous avez consacré 7 ouvrages. Vous êtes président de l'association Écoute la Terre, qu'on retrouve sur www.écoutelaterre.fr. Bonjour Daniel Aran. Bonjour, oui, bonjour à tout le monde, oui. Alors aujourd'hui on va parler de votre dernière parution, OVNI au pluriel et enlèvement et extraterrestre, des découvertes fascinantes. C'est un gros livre publié chez Très Daniel. Ce phénomène OVNI a été découvert plus ou moins il y a longtemps. C'est un psychiatre, John Mack, qui en 90 a reçu des récits de patients qui lui semblaient un peu étranges, on peut dire. Oui, c'est lui qui a donné ses lettres de noblesse, on pourrait dire, au phénomène d'enlèvement, qui est très peu connu dans le public de façon générale, mais très peu connu et pour cause, parce que ce sont des histoires qui paraissent au premier niveau tout à fait extravagantes et incroyables. Mais John Mack a montré que c'était des réalités, et d'autres chercheurs après lui, bien sûr, après lui et même avant lui, ont étudié ce phénomène et montré que c'est une réalité qui est malheureusement encore méconnue par la plupart des êtres humains. Oui. C'est ça que j'ai étudié en particulier dans mon dernier livre, oui. Oui, alors des études ont montré que ce nombre d'enlèvements se chiffrerait par centaines de milliers, sinon davantage. Oui. La plus grande partie des cas se trouve 80% sur le territoire des États-Unis. En France, une association a été créée pour soutenir les victimes de ces enlèvements, le CERO, C-E-R-O, France. Vous l'avez contacté, le CERO? Oui, je l'ai contacté. Malheureusement, je n'ai pas eu de réponse directe. Donc, il n'y a pas eu de suite de leur côté, quoi. Enfin, de ce côté-là. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire on va parler des enlèvements tout de suite. Quelles sont les caractéristiques des enlèvements? Il y en a beaucoup qu'on retrouve dans votre livre. Oui. Non, bien, il y a 2 caractéristiques principales, je dirais. D'abord, comment se passent les enlèvements. Et quand on dit enlèvement, il faut bien préciser pour les auditeurs qui ne seraient pas initialement au courant de cette réalité, sont des personnes, ça peut être des hommes, des femmes, des enfants, qui sont enlevés, autrement dit qui disparaissent, mais qui disparaissent momentanément. Je fais la différence avec un autre phénomène qui est aussi inexpliqué à ce jour, où on parle de disparition d'hommes, de femmes ou d'enfants, mais qui sont définitives. Alors que quand on parle d'enlèvement, en français, c'est le terme qui est utilisé. On dit abduction, c'est le terme anglais qui est utilisé aussi, pour parler des enlèvements qui sont temporaires. Autrement dit, des personnes qui disparaissent pendant un quart d'heure, 2 heures ou quelques jours, mais qui reviennent toujours dans le monde matériel où ils étaient initialement. Alors, on parle d'enlèvement dans des ovnis parce que une petite partie seulement de ces personnes qui sont enlevées conservent naturellement la mémoire de ce qu'elles ont vécu pendant leur enlèvement. Donc, elles racontent qu'elles ont été enlevées et amenées dans un vaisseau spatial, dans un ovni. Et une autre partie donc, qui ne conserve pas la mémoire de ce qu'elles ont vécu, mais qui sont amenées parce qu'elles ressentent que leur vie est complètement bousculée à partir de là. Elles gardent des traumatismes qui peuvent être très importants quelquefois. Elles sont amenées quelquefois à rencontrer des psychiatres tels que John Mack, qu'on a déjà cité. Et à partir de là, à travers un travail d'hypnose, ces personnes-là peuvent retrouver la mémoire de ce qu'elles ont vécu pendant leur enlèvement. Et alors, qu'est-ce qui se passe pendant ces enlèvements? Donc, à partir de ces témoignages, eh bien, d'abord, ce qui paraît extraordinaire, je disais au début, en
en préalable. Tout ceci paraît extraordinaire et incroyable. C'est-à-dire que ces personnes-là sont enlevées. En général, elles sont tirées de leur lit, ou bien quelquefois de leur voiture. Elles traversent les murs, les portes ou les fenêtres qui sont fermées. Et c'est comme ça qu'on le raconte, quoi. Et elles traversent, et elles sont enlevées pour être amenées dans un vaisseau qui est situé donc, en stationnement au-dessus de leur maison, au-dessus de leur voiture. D'une part, qu'est-ce qui se passe dans ce vaisseau? Bien, ces personnes enlevées racontent qu'elles sont d'abord enlevées et puis accueillies après par des êtres qui ne sont pas humains, qui sont décrits souvent. Tout le monde connaît plus ou moins la description qu'on donne aux extraterrestres, ce qu'on appelle les E.T., ou on parle aussi de gris ou de petits gris. Oui. Il y a une assez grande variété de personnes comme ça qui sont décrites, et les personnages des petits gris reviennent le plus souvent. Alors, qu'est-ce qui se passe, je disais, dans ces vaisseaux? Eh bien, je suis obligé de renouveler mon avertissement, c'est tout à fait incroyable quand on écoute ça pour la première fois. Mais ces personnes-là sont allongées sur une table, sont dévêtues, sont déshabillées, et puis elles se rendent compte qu'on procède sur elles à des examens qui ressemblent à des examens médicaux pour observer, prendre des échantillons de cheveux, un échantillon d'ongles par exemple. Ça c'est en préparation, quoi. Et le plus important, la première caractéristique du phénomène d'enlèvement dans les ovnis, c'est que suite à ça, donc, il y a des manipulations génétiques, il n'y a pas d'autre mot qui puisse être utilisé. Et voilà, pour les hommes, par exemple, on va leur faire des prélèvements de sperme. Et les femmes qui sont enlevées, il va y avoir des manipulations génétiques aussi, et elles vont, en général, elles gardent pas la mémoire initialement de ce qui se passe, mais elles comprennent après qu'elles ont été inséminées artificiellement, et suite à quoi donc elles vont être de nouveau enlevées dans des conditions similaires quelques semaines plus tard, quelques 3 mois plus tard par exemple, pour être de nouveau mises sur cette table chirurgicale ou d'auscultation, et où on s'aperçoit non, à travers le témoignage qu'elles retrouvent à ce moment-là, qu'on va leur enlever l'embryon qui avait été formé en elles. Et la deuxième caractéristique qui est le plus souvent rapportée par les témoins qui vivent ces expériences, c'est que après la première phase que je viens de décrire, souvent donc, on propose aux témoins qui sont enlevés, aux personnes qui sont enlevées, des scènes qui ressemblent à une description d'une planète. Il n'y a pas de communication entre les ravisseurs, je dirais, et puis les personnes enlevées. Il y a rarement des communications. Quand il y a des questions qui sont posées, on répond rarement à ces questions. Mais les personnes enlevées donc, comprennent mentalement donc, la planète qui est présentée, qui est décrite devant elles, ça ressemble à la Terre et c'est en fait la Terre. Et on présente dans un premier temps des descriptions qui sont tout à fait apocalyptiques de la Terre, qui ont été ravagées par des catastrophes type catastrophe nucléaire. Et dans un deuxième temps, une planète qui serait au contraire un très bon état, qui serait ravissante, qui serait toute verte, etc. Ça, c'est la deuxième caractéristique du phénomène d'enlèvement. Et après ça, les personnes sont ramenées par la voie des airs, on disait, comme elles ont été enlevées. Elles sont ramenées dans leur lit ou dans leur voiture, là où elles étaient à l'origine. Et je disais, le plus souvent, elles ne gardent pas la mémoire de ce qui s'est passé. Et quand elles font un travail d'hypnose en particulier, elles peuvent retrouver la mémoire de leur enlèvement. Voilà comment on peut décrire brièvement en quoi consiste l'enlèvement dans des ovnis. Alors ça expliquerait peut-être aussi le fait qu'il y a tant de personnes qui disparaissent qu'on ne retrouve jamais. Ça, c'est moi qui ajoute ça. Ces enlèvements sont très rares le jour. Ils se passent plutôt la nuit. De façon générale, oui.
Ensuite, il peut y avoir des victimes dès l'enfance. Oui. Et quand ces enfants sont enlevés, ils se voient en train de jouer avec d'autres enfants qui ne sont pas humains, comme si ces autres enfants étaient moins intelligents que les terriens. Oui, ben c'est ça, les témoignages qui sont souvent rapportés, effectivement, par ces enfants qui ont été enlevés dans les ovnis, oui. Et quand ils reviennent à la vie normale, quelquefois leur pyjama est mis à l'envers, ou alors ils ont des vêtements qui ne sont pas à eux. Oui. Ça, c'est étonnant. Bon, ça sont des détails, mais qui sont très significatifs. Et qui sont physiques. Qui sont physiques, qui sont matériels, voilà. Et c'est pour ça qu'ils prennent de l'importance, oui. Parce que le phénomène d'enlèvement, qui n'est pas encore compris à ce jour, il est décrié par un certain nombre de chercheurs. Enfin, décrié, je veux dire que la question est posée encore de savoir si ce sont des enlèvements matériels ou bien si ce sont des hallucinations ou des phénomènes psychiques qui se passent dans le cerveau des personnes qui sont soi-disant victimes de ceci. Donc, ce que vous rapportez là, quand il y a un pyjama qui n'est pas remis à sa place, par exemple, le haut à l'inverse du bas, ou bien un vêtement, on se retrouve dans un vêtement qui n'est pas le sien, où il y a des personnes aussi qui se retrouvent dans leur lit sans pyjama, alors qu'avant elles avaient un pyjama. Tout ça, ça fait partie des témoignages qui viennent de sources tout à fait différentes et qui sont très importants parce que ça conforte qu'il y a bien eu un phénomène matériel, que ces enlèvements se font de façon matérielle, même si ça n'obéit pas, et c'est ça qui est paradoxal dans un premier temps, même si ça n'obéit pas aux lois de la science matérielle. Puisque quand je disais tout à l'heure que les personnes enlevées sont enlevées par la voie des airs et traversent les murs ou les portes et fenêtres fermées, voilà, on ne peut pas comprendre ceci, on ne peut pas entendre ceci au regard de la science que chacun connaît, du monde matériel dans lequel nous vivons. Oui, sauf si c'était un corps astral ou un corps... Voilà, mais voilà, c'est là qu'on arrive justement, et ça nous fait comprendre que ça ne se passe pas dans le monde matériel dans lequel nous, les hommes, ou les êtres humains d'aujourd'hui vivons, mais c'est une autre forme de réalité. Et effectivement, c'est réel dans un autre monde qui est moins matériel que le monde dans lequel nous vivons. Comme ça qu'il faut le comprendre, je pense. Oui, mais Daniel Aron, même si c'était un corps astral qui partait comme ça enlevé dans les airs, je ne comprends pas comment le pyjama peut se retrouver à l'envers. Simplement, il faut comprendre que pendant la séance d'enlèvement, donc quand les personnes sont placées sur une table, je disais, elles sont complètement dévêtues pour être auscultées, pour procéder aux manipulations génétiques. Autrement dit, le pyjama est enlevé, et à la fin de la séance, avant de renvoyer les personnes enlevées dans leur lit ou dans leur voiture, on va leur remettre le pyjama. Donc on peut comprendre que c'est une opération qui est complètement matérielle, mais dans une autre dimension, dans un plan moins dense, moins matériel que le nôtre. Et il y a eu une erreur de la part des personnes qui ont remis le pyjama à ce moment-là. On peut le comprendre facilement comme ceci, je pense. Je suis d'accord avec vous, mais ça répond pas à la question du fait que ce serait un corps astral qui monte. Donc un corps astral, il n'est pas physique. Mais oui, mais ça justement, c'est vous qui avez utilisé le mot de corps astral. Moi, je n'ai pas utilisé ce mot-là, et j'explique, ou plutôt je propose dans mon livre, une explication qui fait appel à des connaissances qui sont en dehors de la science actuelle, puisque la science actuelle d'aujourd'hui ne peut absolument pas répondre pour expliquer ce type de phénomène. Bon, je fais appel à des connaissances qui sont d'ordre spirituel, pour lesquelles il existe pour les êtres humains un corps matériel, c'est celui que nous connaissons tous, que nous pouvons toucher, enfin, avec lequel on se déplace, etc. Mais il existe aussi un corps physique de nature subtile. Et la proposition que je fais dans mon livre pour expliquer ce phénomène-là, justement, c'est que les personnes sont enlevées dans une autre dimension qui est moins matérielle, qui n'est pas dense comme notre monde matériel à nous,
dans laquelle elles se retrouvent avec leur corps physique subtil, je voulais écrire. Donc, le corps astral, à ma connaissance, c'est un corps, on parle de l'âme, c'est l'âme qui est dans le corps astral. Le corps astral, c'est le corps d'émotion, le corps de sentiments, et ce n'est pas encore matériel. Là, ce n'est pas encore physique. Alors là, c'est un phénomène qui se passe dans un plan physique, mais apparemment dans un plan physique subtil, autrement dit dans une autre dimension, et une dimension plus subtile, ou un plan plus subtil que le plan dans lequel nous sommes habitués à vivre ici sur Terre. Oui, alors il semblerait que ces personnes ne soient pas seules quand elles arrivent là-haut, c'est-à-dire qu'elles voient qu'il y a d'autres êtres humains, et ce qui fait encore plus peur... Quelquefois, pas toujours, oui. Et ce qui fait encore plus peur, c'est qu'elles voient des embryons dans des bocaux. Oui, voilà. Ça aussi, ça fait partie des caractéristiques du phénomène, dont j'ai pas parlé dans un premier temps, pour des raisons de simplicité. Mais c'est très significatif aussi. On montre souvent aux êtres humains qui sont enlevés, en particulier les femmes qui sont enlevées comme ceci, après qu'elles aient subi cette manipulation génétique, on leur montre ou on les amène dans une pièce où il y a des alignements de bocaux dans lesquels elles voient, elles rapportent après avoir vu ce qui ressemble à des embryons, et elles voient que ce sont des embryons qui sont vivants, qui sont dans des bocaux, qui sont dans des liquides, non, et elles finissent par comprendre, puisqu'encore une fois, il n'y a pas de communication directe, sauf éventuellement par télépathie, mais il y a très peu de communication. Elles finissent par comprendre que ce sont probablement le résultat des manipulations génétiques qui ont été pratiquées sur elles, sur ces personnes, et sur toutes les personnes qui sont enlevées, qui ont été enlevées avant elles. Alors, d'une part, on leur montre comme ceci cet alignement de bocaux avec les embryons, et après ça aussi, on peut mettre dans les bras des femmes enlevées, par exemple, on peut leur mettre des bébés, des petits bébés. Elles voient bien que ce ne sont pas des bébés tout à fait normaux, qui ne sont pas tout à fait humains, et on leur propose de mettre dans leurs bras pour leur donner un peu de chaleur humaine. Et tout à l'heure, c'est ça que vous disiez aussi quand vous parliez des enfants à qui on propose de jouer avec d'autres enfants non humains. Voilà, ils sont mis en présence aussi. Et ces femmes ou ces enfants sont mis en présence avec d'autres enfants, et qui vivent, disons, dans un autre monde, qui ne sont pas complètement humains, et qui sont très probablement, qui sont apparemment le résultat de ces manipulations génétiques voilà, qui sont effectuées sur les personnes enlevées. Il y a le témoignage d'une femme qui dit que ça lui est arrivé, elle avait 13 ans, donc l'âge n'a pas d'importance, quoi. Enfin, on peut prendre des femmes très très jeunes pour ce genre d'expérience. Oui. Tout à l'heure, je disais que ça arrivait même aux enfants d'être enlevés, mais quand ce sont des enfants, d'après ce qu'on dit, d'après ce que j'ai compris, c'est plutôt pour les préparer à ce qu'ils vont vivre plus tard, parce que ils vont être de nouveau enlevés. Et il est fréquent que les personnes qui sont enlevées un bon nombre, je dirais un grand nombre de fois dans leur vie, et en particulier après, dans les périodes où elles sont adultes, ou en âge, ça veut dire de procréer. Et les filles, par exemple, elles sont aptes à procréer. C'est l'exemple que vous rapportiez tout à l'heure, là, oui, à partir de 13 ans. Et cette personne-là s'était souvenue, après un travail d'hypnose avec John Mack, qu'elle avait été enlevée un grand nombre de fois dans sa vie. Et elle s'était retrouvée donc, enceinte, si on peut dire, où elle avait été manipulée génétiquement, depuis l'âge de 13 ans, comme vous disiez, oui. Alors, c'est un livre que je ne conseille pas de lire juste avant de s'endormir, parce qu'on fait des rêves troublants. C'est vrai que c'est un livre qui dérange. Hein. Il y a aussi de belles histoires, je dirais. Oui, il y a de belles histoires, mais on a un peu peur d'éteindre la lumière. Alors, qu'on soit seul dans son lit, ou qu'on soit à deux, ou même à plus, ça ne change rien. Il semblerait que la personne qui se trouve à côté, de toute façon, ne nous entend plus, et plongée dans un sommeil profond, ou je ne sais quoi. Oui. Donc, ne peut pas nous défendre. C'est ça, oui. Elle est plongée visiblement dans un sommeil profond,
un sommeil qui n'est pas naturel. Et il y a beaucoup de cas comme ça où des personnes qui sont enlevées, elles essaient de secouer leur conjoint à côté, elles essaient de demander leur aide, et puis l'autre personne dort apparemment dans le sommeil profond, quoi. Ça c'est pour les enlèvements ou abductions, comme vous le disiez. Donc ce paradoxe, c'est qu'il y a un projet sexuel et reproductif, on est d'accord, et puis aussi tout montre que effectivement c'est ça, oui. Et respecter l'écologie, on nous demande quelque part de respecter la terre. C'est un paradoxe parce que on n'est pas du tout respecté nous en tant qu'humains. Et oui, c'est ça justement. Et c'est probablement ça justement pour nous faire prendre conscience que les hommes détruisent la terre actuellement, qui sont responsables de la destruction du monde matériel. C'est apparemment ou probablement ça en tout cas que ces scènes qui sont projetées dans les ovnis, c'est justement destiné à nous faire prendre conscience de ceci. Et il y a un certain nombre de personnes enlevées qui ont vécu dans ce que je viens de décrire, et qui après ça, quand elles sont revenues dans le monde matériel, dans le monde d'origine, bien, elles sentent en elles, ces personnes-là, une responsabilité pour aider les autres êtres humains à prendre conscience de notre responsabilité collective pour préserver la nature, pour préserver la terre. Voilà, ça fait partie aussi de la caractéristique du phénomène d'enlèvement dans les ovnis. Oui. Alors il y a quand même un syndrome de stress post-traumatique pour ces personnes-là, un peu comme ceux qui reviennent de guerre ou qui ont vécu des catastrophes. Ça c'est une remarque qu'avait faite John Mack, oui. On va parler maintenant des implants parce que quelquefois elles reviennent et puis elles ont des... Alors elles n'ont pas que des implants, des fois elles ont des blessures ou des marques sur la peau. Oui, des cicatrices par exemple, oui. Et des implants. Légères mais qui sont visibles, oui. Et des implants. Alors les implants c'est aussi toute une histoire ça. Hein. Oui. Oui. Effectivement, les implants, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de personnes... ça se passe suite aux enlèvements. Mais comme l'enlèvement est souvent oublié ou a été perdu dans leur mémoire, donc le lien avec les enlèvements n'est pas toujours fait immédiatement. Mais après recherche, on s'aperçoit que ces implants sont quasiment toujours, pour pas dire toujours, consécutifs à des enlèvements dans les ovnis. Alors qu'est-ce que c'est que ces implants? Bien, ce sont des petits objets, tout petits, de l'ordre de 20 ou quelques millimètres de dimension, qui sont implantés sous la peau, et ça peut être à n'importe quel endroit de la peau, du corps, à n'importe quel endroit, aussi bien du bout du nez que dans un orteil, que sur l'épaule, n'importe quel endroit. Et alors, ça pose problème, évidemment, parce que quand on s'en rend compte, il y a certains témoins qui ont rapporté que à la suite de cet implant qu'ils avaient observé sur eux, mais ils voyaient que cet implant avait une action de nature électromagnétique, on dirait, que quand ils étaient en voiture, par exemple, qu'ils passaient devant un feu rouge, ou des objets comme ceci, mais ils s'apercevaient que ça déréglait le fonctionnement des feux tricolores. Bon, c'est un exemple, quoi, parmi beaucoup d'autres. Et bon, la question se pose évidemment, qu'est-ce que c'est que ces implants? Quel est leur but? Quelle est leur nature d'abord? Alors, leur but, c'est difficile de répondre. Leur nature, il y a des chirurgiens qui se sont spécialisés, le docteur Leir en particulier aux États-Unis, qui a écrit 2 livres sur ce sujet, et après avoir extrait justement des implants de ce type-là, et après les avoir fait analyser. Et tout ceci de façon tout à fait visible, devant témoins, tout étant enregistré, envoyé à des laboratoires d'analyse qui étaient tout à fait connus, réputés. Et évidemment, les chercheurs sur ce phénomène-là attendaient beaucoup des résultats d'analyse des implants. Il se trouve que
Mais rien n'est simple avec le phénomène d'OVNI, rien n'est simple avec le phénomène d'enlèvement dans les OVNI. Je trouve que aucune des analyses faites par un grand nombre de laboratoires différents n'a pu être concluante. Alors pourquoi? Ça paraît incroyable, ça aussi, mais je vais donner juste quelques exemples. Ça n'a pas pu être concluant, en tout cas les chirurgiens, les chercheurs n'ont pas pu conclure directement. Moi j'ai une interprétation qui est un petit peu différente. Je dirais dans un premier temps, ça n'a pas pu être concluant parce que, par exemple, la composition qui a été étudiée, donc la composition en tel ou tel élément chimique de ces éléments, bien, pour un même élément ou d'un endroit à un autre des implants, pour un même implant comme ceci, la composition peut être différente. Donc ça paraît extraordinaire, ça peut être complètement différent. Une analyse qui est faite un jour va être refaite un autre jour, par exemple, et la composition, le résultat sera aussi différent. Comme si l'implant avait été modifié, avait été changé. Un autre témoignage aussi extrêmement significatif du docteur Leyer, justement, qui a écrit un livre sur les implants. Il raconte que, alors qu'un jour il s'était préparé donc, à extraire un implant, toujours devant témoin, devant caméra, etc., une fois qu'il approche son scalpel de l'implant, il s'aperçoit, attention, je dis pas n'importe quoi, je rapporte ce qui est écrit et observé, il approche son scalpel de l'implant et l'implant se déplace de plusieurs millimètres sous la peau du patient. Donc ça paraît incroyable, ça ne répond pas aux lois de la science, comme s'il y avait une force invisible, une force immatérielle qui était présente là. Et c'est pour ça que les chirurgiens ne peuvent pas conclure. Mais ils ne peuvent pas conclure parce que le comportement de ces implants est trop contraire aux lois de la science matérielle. Et maintenant, j'ajoute ma compréhension personnelle. Pour moi, je trouve que ces témoignages-là sont très significatifs parce que, comme je viens de le dire, ça montre qu'il y a une force invisible, immatérielle, qui agit là, devant les chirurgiens, devant les témoins, mais à leur insu, puisque cette force est immatérielle. Pour moi, c'est en lien avec les auteurs de ces enlèvements, puisqu'on n'en a pas encore parlé. Pour moi, autant les auteurs de ces enlèvements que la force et l'intelligence qui est présente lors de cet essai d'extraction d'un implant, bien, sont des êtres immatériels, sont des êtres invisibles, donc sont des êtres qui vivent dans une autre dimension. Voilà, et c'est pour ça que j'étais amené, peut-être que j'anticipe sur la question que vous alliez poser tout à l'heure, je ne sais pas, j'étais amené à proposer l'interprétation que les enlèvements d'êtres humains dans les ovnis, comme ceci, sont réalisés, ce sont des phénomènes interdimensionnels, et c'est pour ça que ça ne répond pas aux lois de la science matérielle. Ce sont des phénomènes interdimensionnels qui sont réalisés par des entités, qui sont réalisés par des êtres qui vivent dans une autre dimension, on peut dire dans un plan éthérique, par exemple, et non pas dans un plan matériel. Oui, dans un autre espace. Dans un autre espace-temps peut-être aussi. Oui, voilà, c'est une autre expression pour qui va dans le même sens, quoi, oui. Oui. On va passer à la deuxième partie de cette émission, toujours sur l'antenne d'IDFM avec Daniel Aron. Nous parlons toujours des ovnis, enlèvements et extraterrestres, des découvertes fascinantes. En deuxième partie, vous parlez des installations nucléaires, mais ça, on n'en reparlera pas parce qu'on avait déjà fait l'objet de l'interview précédente. Voilà. Oui. Et puis, on a beaucoup de choses à évoquer dans cette émission. Donc, oui. Il y a tout un passage dans votre livre sur ces phénomènes qui semblaient déjà être là dans l'Antiquité ou dans le folklore populaire. Oui. Dans le folklore, les sylphes, les djinns, les trolls, les succubes et les incubes. Et ça, dans les succubes et les incubes, c'est très intéressant puisque ça a des rapports directs avec ces prélèvements de manipulation oui. génétique. Oui. Oui.
Bon, eh bien, j'ai consacré un bon chapitre, justement, dans mon livre, à cette partie-là, justement, pour montrer, et tout à l'heure, j'expliquais que les enlèvements dans les ovnis consistent à des manipulations génétiques, donc avec un projet de procréation, apparemment, en tout cas, de procréation d'êtres hybrides entre les ravisseurs, les êtres qui sont non humains, et puis les humains qui sont enlevés, justement, donc apparemment pour créer des êtres hybrides, je répète. Eh bien, contrairement à ce qu'on croit habituellement, parce qu'on ignore tout, parce qu'on connaît très peu de choses sur ce sujet, parce qu'on n'en parle nulle part, eh bien, ce phénomène-là est extrêmement ancien dans l'humanité. Et je parlais justement des incubes ou des succubes, ce sont les noms qu'on utilisait au Moyen-Âge, ou bien l'Église chrétienne qui était extrêmement préoccupée par ce phénomène-là. Le très très grand nombre de textes disponibles encore aujourd'hui le montrent. L'Église chrétienne utilisait plutôt le mot de démon, par exemple, mais c'était toujours pour désigner des êtres non humains, parce qu'ils sont invisibles, ils peuvent se rendre visibles, donc ils n'obéissent pas aux lois de la science. Et de tout temps, depuis l'Antiquité apparemment, et en particulier au Moyen-Âge, parce que c'est là qu'on a le plus de témoignages écrits, jusqu'à la Renaissance même, mais de tout temps, ce phénomène-là a existé, et qui donnait lieu à ce moment-là, on ne parlait pas, comme maintenant, de manipulation génétique. C'était encore plus simple que ça, si je peux dire. C'était des accouplements directs, des accouplements entre donc, ces êtres non humains, des incubes, succubes, ces démons, avec des êtres humains, des hommes ou des femmes. Voilà. Et j'ai rapporté justement un grand nombre de témoignages, parce que je disais qu'il en existe un très grand nombre, qui montraient que l'Église chrétienne, je parle surtout dans le monde occidental, puisque c'est là qu'on a le plus de textes justement écrits, de témoignages écrits, l'Église chrétienne ne comprenait pas, ne connaissait pas visiblement la nature et l'origine des êtres qui se manifestaient là, et était extrêmement préoccupée. Et elle ne savait pas, par exemple, comment il fallait juger les hommes ou les femmes qui étaient victimes de ces phénomènes-là. Quand je dis juger, parce que ces personnes-là, étant donné que quand elles étaient amenées à raconter leur expérience, elles étaient prises pour des fous, pour des folles, pour des sorciers, pour des sorcières. Et c'est ça qui a donné lieu à la fin du Moyen-Âge, justement. Bon, tout le monde a plus ou moins entendu parler de la chasse aux sorcières. Et les sorcières, mais il y avait des sorciers aussi, apparemment davantage de femmes que d'hommes, qui étaient victimes de ces phénomènes-là, qui étaient accusés d'aller danser au sabbat, qui allaient faire la fête au sabbat, qui étaient accusés de participer à des orgies, etc. Mais en réalité, c'est ça qui s'est passé. C'est parce que ces personnes-là, ces hommes, ces femmes, étaient victimes, on peut dire, d'enlèvement aussi, avec ces êtres qu'on dénommait à l'époque succubes ou incubes. Bon, juste une parenthèse, on appelait incubes les êtres plutôt, incubes les êtres qui s'accouplaient avec les femmes, et succubes les êtres qui s'accouplaient avec des hommes. Autrement dit, il y avait visiblement un genre masculin ou féminin aussi parmi ces êtres-là. Voilà. Dans la chasse aux sorcières, on peut comprendre comme ceci, ça a duré pendant 200 ans quasiment, ici en Europe occidentale, des hommes et des femmes qui ont été victimes de ces accouplements qui étaient imposés par ces succubes, par ces incubes. Alors c'était l'Inquisition, mais on peut se poser la question aussi à notre époque, puisque ces sorcières étaient aussi accusées de faire des sacrifices d'enfants, et on peut se poser la question avec l'affaire Epstein en ce moment là. Si c'est pas encore de nos jours une grande question qu'on pourrait se poser sur ces enfants sacrifiés et ces orgies. Donc, est-ce que les extraterrestres seraient derrière? C'est une question que je pose en rigolant, mais c'est d'actualité aussi en ce moment.
Alors, Oui. il y a- Ouais, j'ai envie d'ajouter à cela, parce que vous avez utilisé le mot extraterrestre. Il y a une partie qui me paraît essentielle du livre, sur lequel on parle maintenant, dont on n'a pas parlé encore du tout. c'est qu'il y a deux sortes, c'est-à-dire que là, on vient de parler des ravisseurs, on est d'accord, les méchants, on peut dire, Les responsables des enlèvements. ouais, et les autres sont plutôt les visiteurs. Voilà. C'est pour ça qu'il me semble que peut-être le point le plus important du livre dont on parle là, c'est que j'ai proposé de faire la distinction entre deux types de rencontres du troisième type, pour les connaisseurs, c'est comme ça qu'on le dit, ou bien deux types de rencontres avec des êtres non humains. Mais ceux dont on a parlé jusqu'à maintenant, qu'on peut appeler les ravisseurs, c'est-à-dire ceux qui sont responsables des enlèvements, et ça c'est quelque chose, ce sont des agressions envers les êtres humains qui en sont victimes. Ça génère des traumatismes pendant toute la vie, etc. Et de l'autre côté, il existe aussi un certain nombre de témoignages où des hommes, des femmes ont eu l'opportunité de rencontrer des êtres, mais dans des conditions tout à fait différentes, que j'appelle justement des êtres extraterrestres, parce que tout montre et tout laisse penser que ce sont des êtres qui viennent effectivement de systèmes stellaires lointains et qui viennent sur leurs vaisseaux, aussi un vaisseau spatiaux, visiter la Terre pour observer la Terre. Mais tous les témoignages, enfin, j'étais amené à faire la distinction entre, d'un côté, les phénomènes d'enlèvement et de l'autre côté, les visites de ces êtres que j'appelle extraterrestres, qui sont dans tous les cas complètement respectueux des hommes, en ce sens que le plus souvent, ces visiteurs, c'est comme ça que je les appelle, essaient d'éviter le contact avec les êtres humains, mais si on a des informations, c'est parce que dans certains cas, il y a eu des contacts avec les êtres humains qui ont pu témoigner, mais il y a eu des contacts avec les êtres humains simplement dans des circonstances exceptionnelles, soit, eh bien, par exemple, je mets dans cette catégorie, puisqu'on est en France ici, il y a un certain nombre de gens qui s'intéressent aux ovnis, qui connaissent le cas de Valençol. Oui. C'est une petite commune dans la Provence, ici en France, où il y a quelques décennies, c'est une affaire dont on a beaucoup parlé dans le milieu ufologique. Voilà, un monsieur qui était parti dans ses champs de lavande à une heure très matinale, quand personne est encore levé, il était 5 heures du matin ou à peine plus, et il avait eu la chance, si on peut dire, enfin, en tout cas il avait rencontré un vaisseau et il avait rencontré deux êtres qui étaient dans ces champs de lavande, qui étaient en train d'examiner ces champs de lavande. Mais dès qu'il avait pu s'approcher d'eux très discrètement, mais dès que ces deux êtres-là s'étaient rendus compte de sa présence, aussitôt, ils avaient évité le contact avec lui, ils étaient aussitôt rentrés dans leur vaisseau, et ils étaient aussitôt repartis dans l'espace. Voilà, ça c'est le principe. Témoignage aussi où il y a des vaisseaux qui se sont scratchés sur Terre, et les occupants de ces vaisseaux, qui ont survécu, et qui ont été immobilisés pendant un certain temps sur Terre avant d'être secourus. Et il se trouve que le crash s'était passé près de la petite cabane d'un homme qui avait donc été témoin de ce crash et qui par la suite a rapporté aussi ce témoignage. Voilà, il y a quelques témoignages comme ceci très significatifs, très importants. J'ai rassemblé une douzaine de témoignages dans mon livre, il y en a très peu, contrairement au cas d'enlèvement qui se chiffre par millions, je disais. Donc c'est quelques témoignages de visiteurs extraterrestres, apparemment, sont très significatifs parce que voilà, on a affaire à des êtres qui sont complètement respectueux des hommes quand ils sont en contact avec eux, qui sont bienveillants, qui sont neutres, qui ont le principe de ne jamais intervenir dans les affaires des hommes et qui viennent là simplement en observateur. Et le plus important, ou en tout cas ce qui est très important selon moi, c'est que selon tous ces témoignages,
Bien, ce sont des êtres qui viennent d'ailleurs, visiblement. Je répète, qui évitent le contact avec les hommes, qui ont un comportement respectueux, mais qui ont une allure quasiment humaine. Humaine comme nous, très peu, souvent, de détails de près. À part les doigts, le nombre de doigts. Quelquefois, pour un témoignage que j'ai vu, que j'ai pu mettre, oui, un être qui avait 4 doigts au lieu de 5 pour nous, par exemple. Oui. Qui ont une taille plutôt de l'ordre de 2 mètres, ce qui n'est pas exceptionnel chez nous, enfin qui n'est pas le plus courant, par exemple aussi, oui. Alors que les petits gris et les autres sont plutôt petits, ceux qui nous enlèvent. C'est pour ça qu'on les appelle les petits gris, d'ailleurs. Ouais. Oui. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que c'est souvent des hommes, les visiteurs, sauf le cas de ce bébé qui aurait été donné par une femme lors d'un crash. Il serait sexué aussi. Oui, c'est un témoignage qui est extraordinaire aussi. Alors, il va se passer quelque chose d'assez exceptionnel, je pense, là, le 20 septembre prochain, sur la zone 51, puisque... Oui, là, vous changez de sujet un petit peu. Hein. Oui, on change de sujet, mais on n'en est pas loin quand même, parce que il y a près de 2 millions de personnes qui se sont inscrits sur un site pour aller devant cette zone 51, aller voir un peu ce qui se passe, si on nous cache la vérité, s'il y a vraiment des extraterrestres ou je ne sais quoi qui existent. Donc on est quand même un peu dans ce sujet, puisque tout le monde ne connaît pas la zone 51, peut-être. Alors dites un peu ce que c'est que la zone 51. Bon, bien, on raconte, mais j'ai été amené à écrire sur ce sujet dans le livre sur lequel je suis en train de travailler maintenant. Je vais dire comme ça, parce que c'est pas officiel du tout. C'est pour ça que je dis, on raconte que dans le désert dans une zone du Nevada, dans le désert du Nevada, dans l'ouest américain à peu près, il y a une zone qui est pas très loin de Las Vegas, par exemple, qui a été consacrée pour la mise au point d'avions du futur avec les technologies de rétro-ingénierie, c'est-à-dire après avoir essayé de copier les vaisseaux qui ont été scratchés et qui ont été récupérés par les militaires américains. C'est dans cette zone 51 qu'on construit ces appareils-là, ces vaisseaux spatiaux. Mais il se trouve que depuis plusieurs dizaines d'années, la zone 51 est devenue une zone de non-droit, on pourrait dire. Une zone dans laquelle les pouvoirs publics américains n'ont plus accès. C'est une zone, c'est un État dans l'État, si on peut dire, qui n'est plus gouverné par le gouvernement fédéral des États-Unis. Voilà, on peut dire ça dans un premier temps. Autrement dit, qui est dirigé par d'autres forces qui nous sont encore mystérieuses. Oui, et puis qui est gigantesque. Hein. Oui. J'ai une amie qui est allée voir, c'est entouré de barbelés, enfin c'est interdit d'accès à tout le monde sous peine d'amende. Sous peine de mort. Non, sous peine de mort, voilà, oui. Oui. Donc là, il y a quand même tout un tas de personnes qui veulent y aller. Je crois que le petit village à côté, il n'y a que 54 habitants et ils se demandent comment ils vont pouvoir accueillir 2 millions de personnes. Donc c'est quelque chose qui risque d'être amusant. Enfin amusant. Ils sont près de 2 millions de personnes à s'être inscrites sur l'événement Facebook. Moi j'avais compris que c'était 2000. Oui, mais là, c'est le 31/7. Ils sont maintenant près de 2 millions de personnes à s'être inscrites sur l'événement Facebook. Ils prévoient de prendre d'assaut la zone 51, Area 51, avec pour objectif de prouver l'existence des extraterrestres. Donc c'est à suivre de près, ça, parce qu'ils se disent que s'ils sont très nombreux, à moins que... Enfin voilà, c'est à suivre de près. Enfin, je sais pas ce qui se passera, mais c'est quand même amusant, parce que c'est quand même en relation avec votre livre « OVNI, enlèvement et extraterrestre ». Donc voir ce qui se passe le 20 septembre prochain dans le Nevada. Ça sera peut-être pas suivi, mais pour l'instant, là ils sont à 2 millions. Qu'est-ce que vous pensez? Parce qu'ils disent aussi que peut-être il resterait des restes de Roswell, là, du crash de... Oui, mais je disais tout à l'heure que les vaisseaux spatiaux construits par des hommes dans la zone 51, c'est quelque chose qui est absolument pas connu de la plupart des gens. C'est une réalité, effectivement, mais ça a été fait, ça peut être fait
à partir des techniques de rétro-ingénierie, je disais, autrement dit, après avoir dépecé, décortiqué, étudié les vaisseaux spatiaux qui ont été scratchés et récupérés par les militaires. Il y a des techniques complètement futuristes qui ont été développées depuis des dizaines et des dizaines d'années. Oui, à moins que ce soit un deal avec les gouvernements et que ce soit simplement une piste d'atterrissage. Mais de ma compréhension, je disais tout à l'heure que les gouvernements n'ont aucun pouvoir dans cette zone 51. La zone 51 est dirigée, elle est aux mains d'autres forces justement, complètement indépendantes. Justement, il paraît que même Donald Trump n'a pas le droit d'aller voir ce qui s'y passe. Non. Mais je dirais que tout le monde a connu, évidemment, même les plus jeunes, l'assassinat du président Kennedy. Eh bien, pour les gens qui sont penchés sur cette histoire, à condition de ne pas rester évidemment à la version officielle, eh bien, ceci n'est pas sans rapport avec le fait que Kennedy voulait récupérer, ou pouvait remettre la main, si vous voulez, si on peut dire, sur ce qui se passait à la zone 51, justement, et que ça revienne dans le giron du pouvoir fédéral. Mais c'est ça qui a été refusé par les êtres, je dis comme ceci, qui gouvernent la zone 51, et c'était l'une des causes, pas la seule, mais l'une des causes qui a entraîné la mort du président Kennedy. Et quand je prends cet exemple de la mort du président Kennedy, ça veut dire que ce sont des forces qui sont au-dessus du pouvoir fédéral aux États-Unis. Ce sont des forces qui sont au-dessus des êtres humains aux États-Unis. C'est ça que je voulais dire. Et ces forces, on ne sait pas lesquelles, on ne sait pas qui c'est? Officiellement, non. Mais bon, c'est l'objet du livre sur lequel je suis en train de travailler maintenant. Vous êtes en pleine actualité, là. Oui, mais je ne peux pas développer parce que ça me demanderait 3 heures, ou plutôt 3 jours, avant d'entrer dans le détail du sujet. Ouais. Mais il y avait une théorie qui disait que quand les extraterrestres sont arrivés, c'est-à-dire avec Roswell et ces soi-disant ces cadavres qui auraient disparu, enfin je résume, il y aurait eu un deal de fait entre le gouvernement et les extraterrestres. Je vous donne des technologies, en contrepartie vous me laissez piocher un peu dans votre population pour faire des abductions, etc. Oui. Il y a cette théorie-là quand même aussi. Mais c'est pas une théorie. Ce sont des connaissances cachées, et ça s'est passé à l'époque du président Eisenhower. Et justement, le président Eisenhower s'était rendu compte, lui déjà, que ce qui se passait dans la zone 51 était en train de sortir du giron, si on peut dire, au pouvoir fédéral. Et lui avait réussi quand même à récupérer un petit peu. Il avait mis en garde ses successeurs un petit peu. Et les successeurs, les présidents qui sont venus après Eisenhower, n'ont pas pu récupérer le pouvoir fédéral sur la zone 51. Et c'est pour ça que maintenant c'est une zone non-droit, je disais, j'ai déjà dit plusieurs fois, qui est dirigée par des forces qui ne sont pas humaines, qui sont au-dessus des êtres humains. C'est quand même c'est étonnant qu'on est sur la planète, un endroit où on n'a pas le droit d'aller voir ce qui se passe. Absolument. Mais ça veut dire qu'on vit une époque extrêmement critique pour l'humanité. Et tout le monde se rend compte que tout se dérègle, tout va de travers, que l'humanité va vers le mur. On est peut-être même déjà complètement dans le mur, quoi. Oui, ça c'est une autre facette de cette histoire. Tout va de travers, effectivement. Il y a une zone sur Terre, aux États-Unis, sur laquelle les êtres humains n'ont plus le droit de diriger. Il y a des hommes qui y vivent, mais qui sont au service de ces intelligences non humaines qui sont là. Est-ce que ce ne seraient pas ces intelligences non humaines qui finalement dirigent la planète, comme je vous le disais, avec ces cas de personnes qui disparaissent, qu'on ne retrouve pas, ou l'affaire Epstein? Et c'est une excellente hypothèse, évidemment, oui. Donc, quand vous faites tout à l'heure, au début de l'émission, allusion à ces êtres qui disparaissent, mais qui disparaissent définitivement, je disais, j'en ai pas parlé parce que j'ai fait volontairement la distinction avec des enlèvements dans les eaux, pour
lesquels il y a des retours, puisque les hommes qui ont été enlevés, les hommes ou les femmes qui ont été enlevés peuvent témoigner après le retour. Par contre, quand il y a disparition définitive, évidemment, il n'y a jamais de retour. C'est pour ça qu'il est difficile d'étudier ce phénomène-là, mais j'ai de bonnes raisons de penser que l'origine est probablement la même, oui. Que ce sont les mêmes êtres que j'ai appelés les ravisseurs pour les phénomènes d'enlèvement, qui pourraient être les responsables aussi des disparitions définitives. Et ça pourrait être effectivement en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, de ce qui se passe dans la zone 51, oui. Mais je m'aperçois qu'on est en train de faire, mettre des petites touches un petit peu sur le sujet que je suis en train de développer. J'espère qu'on fera une émission Voilà, on fera une émission rien que sur la zone 51, et puis en plus, on verra ce qui se passe le 20 septembre. Est-ce que vous allez y aller, vous? Non, parce que c'est dangereux en plus. Sûrement pas. Oui, c'est dangereux, c'est des risques de mort, on le sait, les gens. Dangereux, à mon avis, ça ne se fera pas. Ça ne pourra pas se faire. Il y a des forces supérieures qui, on en parle depuis 5 minutes, qui se manifestent dans cette région-là et qui ne permettront pas que ça se fera. Alors je ne sais pas comment ça se déroulera, mais il y aura un affrontement. Oui, et puis avec les nouvelles technologies, je veux dire, les armes qu'ils ont Par exemple. Voilà, ouais. Oui, puisque les extraterrestres sont capables de vous paralyser, vous pouvez plus bouger, vous êtes là, donc ça peut simplement se faire comme ça aussi. J'aimerais, parce qu'on approche quand même, je crois, à la fin, oui. J'aimerais faire une distinction. Parce que dans mon livre, justement, pour revenir à mon livre, j'ai fait la distinction entre les ravisseurs responsables d'enlèvement et les visiteurs qui sont des extraterrestres authentiques qui viennent de loin d'autres systèmes stellaires. Mais il se trouve que dans le monde, enfin habituellement, je veux dire, et c'est ce que vous exprimiez dans votre phrase, habituellement on confond les deux, les deux termes, on confond ce genre d'entité. Et c'est vrai que dans mon livre, à ma connaissance, j'étais le premier à proposer cette distinction entre les visiteurs qui sont respectueux des hommes et les ravisseurs qui ne sont pas du tout respectueux. Et c'est pour ça qu'on met tout et n'importe quoi dans le même mot extraterrestre, alors que ceux dont on parle depuis 10 minutes sur la zone extraterrestre, la zone 51, pour moi, ne sont pas des extraterrestres au sens habituel du mot. C'est des envahisseurs comme la série, ça serait plutôt des envahisseurs qui sont déjà présents. Mais qui ne sont pas d'origine extraterrestre au sens habituel du mot, qui viendraient d'autres systèmes stellaires, même s'ils disent, même s'ils affirment venir d'ailleurs. Bon, je suis gêné pour dire ça parce que je n'ai pas le temps d'argumenter maintenant, mais c'est ce que je développe, en tout cas, dans mes livres. En tout cas, oui. Oui, c'est peut-être même pas une question d'extraterrestres, mais plutôt d'espace-temps différents. Voilà, exactement. Ce sont des phénomènes interdimensionnels, mais pas nécessairement liés à des planètes extrasolaires. Par ce sont contre, des phénomènes interdimensionnels, et c'est ça que depuis plusieurs années, j'essaie de mettre en avant et puis de démontrer, justement, oui. Oui, parce que les visiteurs, on les aime bien dans votre livre, et on se dit que peut-être ils vont peut-être pouvoir nous sauver aussi. Hein. Parce que quelque part, on est mal parti là quand même. Enfin, je veux dire, on se pose la question de savoir où on va. Et c'est vrai qu'au niveau écologie, au niveau de la Terre, ça va pas bien. On n'a pas besoin d'avoir été abducté ou enlevé pour s'en rendre compte. Absolument. Et c'est un livre qui fait réfléchir. Je vous remercie, Daniel Aran, H-A-2-R-A-N. Votre site, c'est Écoute la Terre. Oui. Écoute-la-terre.fr, oui. Vous avez été enlevé, vous, à votre avis, pour porter... Non, pas à ma connaissance. Et je réponds affirmativement non. Ouais. Et le titre du livre s'appelle OVNI, enlèvement et extraterrestre. On se retrouvera très prochainement pour cette zone 51. Avec plaisir. Comme ça, on saura un peu ce qui se passe. Moi, je suis curieuse de voir ce qui se passera le 20 septembre 2019. Très bien. Oui. Mais vous n'êtes pas curieux, vous non plus Non, enfin, oui et non. Bien sûr, je suis curieux de voir ce que ça va devenir. Mais je vous disais tout à l'heure, j'ai la conviction que l'invasion qui est envisagée ne pourra pas se faire. Position musclée
qui va s'opposer à ça. Oui, avec des armes. Peut-être, ou bien simplement par une manipulation mentale. Ça serait plus en douceur. En tous les cas, ça a l'avantage de faire parler de cette zone 51. Pour ceux qui ne connaissaient pas, ça a au moins cet avantage de faire parler d'elle. Parce qu'elle est là depuis longtemps, hein, les années 49, je crois, ou quelque chose. C'est ça. Dans les années 50. Oui, c'est ça. Donc, ça fait quand même 70 ans. Je vous remercie, Daniel Aran. Merci beaucoup. À vous, oui. Merci à vous.